Le sujet que l'UNAPL met en débat ce soir, vous l'avez compris, c'est profession libérale, quel avenir pour les notions d'indépendance, de responsabilité et de lien de subordination. C'est un sujet vaste, mais c'est le défi qu'ont bien voulu relever nos invités. Et j'invite tout de suite à nous rejoindre à la tribune Jean-Baptiste Barfetti, Audrey Chemouli, Franck Morel et François Blanchecotte. Si vous voulez bien vous installer. Voilà, bonsoir, bonsoir à vous quatre et merci. Alors je vous laisse prendre place. Alors je vais vous présenter qui sont nos invités ce soir parce que ce sont des personnalités qui, chacune dans leur domaine, sont des fins connaisseurs des questions dont nous débattons ce soir. Tout d'abord, Franck Morel. Franck Morel, il est avocat en droit du travail, expert associé à l'Institut Montaigne. Il travaille au sein du cabinet Flichy Granger Avocat. Et puis Franck Morel, il n'a pas débuté sa carrière n'importe où, il l'a débuté chez Barthélemy. Barthélemy qui était l'un des faiseurs du droit social français pendant très longtemps. Et puis il a été conseiller sur les questions des relations sociales, de travail et d'emploi auprès de 4 ministres du Travail, si mes comptes sont justes. Et puis du Premier ministre aussi, vous avez œuvré auprès d'Édouard Philippe de 2017 à 2020. Et à ce titre, comme expert des questions sociales, vous avez contribué à l'élaboration de nombreuses réformes majeures, les ordonnances Macron en 2017 ou encore les réformes de la formation professionnelle et de la santé au travail. Et puis vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont un qui fustige un peu les normes en matière de droit du travail et de droit social, que vous avez coécrit avec Bertrand Martineau. C'est Un autre droit du travail est possible. Donc voilà pour vous, Franck Morel. À l'autre extrémité de l'estrade, Jean-Baptiste Barfetti, qui est directeur exécutif de la chaire ICP ESSEC, entreprise et bien commun. Vous voyez que c'est un libellé tout de suite qui pose son cadre. Il est fondateur du projet Sens. Alors Sens, pas Christophe Sens avec un A, c'est Sens avec un E. Et c'est le laboratoire du sens au travail, parce que là encore, sens au travail avec un E, mais ça serait aussi, on pourrait le dire avec un A, puisque le sens au travail, c'est aussi ce que nous constatons tous les jours au sein de l'UNAPL. Jean-Baptiste Barfetti est ancien élève de l'ENA, il est membre de l'IGAS, il a été secrétaire général du Conseil de l'inclusion dans l'emploi auprès de la ministre du Travail, il est rédacteur du fameux rapport Nota Sénart en 2017-2018. Ce rapport s'intitulait Entreprise et intérêt général. Là, tout de suite, vous voyez le lien avec le projet Sens et puis la chaire qu'il a développée dans le cadre de l'IPC ESSEC. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, mais plus encore d'une étude du sens à l'ouvrage, comprendre les nouvelles aspirations dans le travail. Donc ça, c'était l'année dernière et vous nous en direz quelques mots. Et puis, il y a François Blanchecotte. François Blanchecotte, qui est le président du syndicat des biologistes. Il est vice-président délégué de l'UNAPL pour les professions de santé. Et il a été président du CNPS, le Centre national des professions de santé libérales. Il est vice-président des libéraux de santé. Donc c'est quelqu'un qui a une vision assez panoramique du secteur avec un focus sur les professions de santé. Et puis Audrey Chemouli. Alors, je l'ai citée en dernier parce que c'est la femme de cette table ronde, mais vous verrez quelle femme, parce que c'est quelqu'un qui a du répondant, du contenu. Et elle est vraiment, je vous l'assure, elle est présidente de la commission des affaires économiques et fiscales de l'UNAPL. C'est une avocate spécialisée
dans l'accompagnement des professions libérales. Et franchement, c'est, je pense, cette expérience qui lui permet d'être aussi pertinente dans les propositions, les remarques qu'elle peut formuler à l'UNAPL et faire avancer avec le président Sens et l'ensemble de l'équipe de l'UNAPL les différents dossiers. Donc elle accompagne ces professions libérales pour leurs problématiques juridiques, financières, mais aussi leur stratégie de développement. Donc voilà, vous connaissez, vous avez fait connaissance avec l'ensemble de nos intervenants. Alors avant de lancer la discussion, je précise que la parole vous sera à toutes et tous qui avez fait le déplacement jusqu'ici, jusqu'à cette maison de l'Amérique latine. La parole vous sera donnée dans un deuxième temps très largement. Alors François Blanchecotte, je disais que vous occupiez une place particulière dans cette table ronde parce que finalement, c'est vous qui portez sur vos épaules, après Denis Rénal, ce dossier de l'identité, de l'indépendance des professions libérales. Et c'est vous qui êtes le grand architecte de ce dossier. Alors, je vous laisse la parole pour vous nous expliquer quels sont finalement les principaux sujets, les principaux dossiers qui ont été déclencheurs de cette démarche au sein de l'UNAPL. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Premièrement, vous dire que effectivement, on a beaucoup collaboré pour le travail sur l'écriture de l'ordonnance et que effectivement, à partir du 8 février 2023, j'ai souhaité, et avec le président, qui a déjà dit beaucoup de choses sur notre secteur et sur les mots de l'indépendance, avec 30 représentants des organisations syndicales, on a planché pendant plus de 4 séances sur l'ensemble des travaux, on a essayé de parcourir un petit peu tout ce qui était dit sur l'indépendance, et donc sans plagier tout ce qui a été déjà dit tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait un souci quand on avait regardé la première version originale de l'ordonnance, elle définissait l'indépendance comme la capacité à prendre des décisions libres de toute influence extérieure. Ensuite, on est revenu dans l'ordonnance sur une définition un petit peu plus précise, mais en tout cas, toujours évoqué, mais jamais vraiment défini de façon très, très concrète dans les textes. Et pourtant, aujourd'hui, ça fait partie de notre déontologie, de nos arcanes et en tout cas de nos valeurs. Et donc, on a vu dans ces travaux l'apparition plutôt d'une notion d'indépendance assez complexe, plutôt multidimensionnelle, avec des évolutions de la profession, des professionnels qui allaient vers soit l'intellectuel, le capital, l'organisationnel ou le décisionnel. Et donc, effectivement, on a tenu à rappeler en fait quelle était vraiment la notion même d'exercer sous sa responsabilité en tant que professionnel libéral. Et c'est vrai que la CGE avait défini aussi une notion en ce qui concerne une grande autonomie dans l'accomplissement de ses actes. Donc notre but en fait dans ces travaux, c'était de se poser la question et de définir de manière concrète et pratique quelle était finalement la protection et quels étaient les droits et les intérêts des tiers. Et donc en fait, mon parcours professionnel montre que j'ai évolué d'une petite entreprise en SCP, en CELARL, en URL, en CELAS, et aujourd'hui, je suis dans un groupe qui a des investisseurs. Donc on voit qu'au cours du parcours de vie, on a changé beaucoup de structures et beaucoup de statuts. En tout cas, il faut regarder nos évolutions aujourd'hui par rapport au regroupement des professionnels en association, et que l'exercice unique, comme on parle souvent avec mon collègue pharmacien, dans lequel il a toute décision sur son personnel, l'embauche, etc., et puis les investissements, c'est un petit peu différent maintenant quand on est regroupé en société. Donc les grands axes de notre réflexion nous ont conduit à dire que l'indépendance n'était pas incompatible avec la dimension d'entreprise, que le libre arbitre est crucial pour les professions libérales car garante d'un intérêt de son client ou de son patient, et ce n'est pas une fin en soi mais plutôt un moyen que l'acte ou la prestation assure la qualité et les obligations déontologiques. Ensuite, il faut additionner le secret professionnel et la responsabilité personnelle, qui est peut-être une différence avec le statut de salarié, en tout cas dans les dommages qu'on peut avoir dans nos actes qu'on prend. Donc la question essentielle aujourd'hui, c'était la constitution de groupements, puisque c'était un peu l'origine aussi de notre démarche, puisqu'on le voit que l'activité libérale est toujours exercée dans des conditions qui caractérisent la profession libérale, c'est-à-dire que le libre arbitre du professionnel doit être préservé. Et donc on a vu évoluer évidemment nos statuts de société, on a vu venir les investisseurs, donc on parle aussi beaucoup de la financiarisation. Dans notre métier de biologiste, elle est venue en 2010, donc il y a déjà plus de
14 ans qu'il y a des investisseurs dans notre secteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde de façon très particulière, en tout cas, on a mis plein de corps de l'État, j'ai bien marqué sur ce sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous semble très important, et c'est ce que conclut le groupe, c'est d'apporter des règles qui protègent le professionnel libéral pour son exercice en particulier, effectivement, dans ses décisions et dans sa liberté, finalement, d'agir par rapport à son client et son patient. Donc ces règles de protection, ces règles de droit doivent être le garant, et c'est évidemment les décrets qu'on attend suite à l'ordonnance. Et on peut citer, évidemment, bien sûr, le président l'a fait, les réseaux de soins, les organisations, effectivement, de réseau. Et donc, nous avions défini en conclusion rapide 5 axes. Premièrement, d'avoir une reconnaissance pleine et entière, mais le président l'a souligné, du statut de profession libérale exerçant en société, de préserver les droits décisionnels et les droits financiers permettant de sauvegarder son indépendance, l'obligation de transparence, on en a déjà parlé tout à l'heure, en termes de capital, de gouvernance et de clauses particulières, et le contrôle par les ordres ou les organisations représentatives pour le respect des règles déontologiques. Et surtout, former, c'est ce que vous avez conclu, les professionnels libéraux, à la fois sur l'IA, sur les nouvelles technologies et ce qui va venir. Donc voilà un peu le résumé très rapide de 4 réunions, de 30 organisations syndicales qui ont planché sur le sujet. J'ai essayé d'être rapide. Hein. Merci François Blanchecotte. Alors, je vais à présent tendre le micro vers Audrey Chemouli, parce que vous, en tant que praticienne du droit, en tant que présidente au sein d'une APL de la Commission des affaires économiques et fiscales, vous vous rendez compte que tout ça, tout ce qu'on évoque est problématique dès qu'on soulève, dès qu'on ouvre un dossier, que ce soit des dossiers statutaires ou des dossiers fiscaux. Alors concrètement, quels sont les dossiers que vous avez creusés et qui aujourd'hui nécessite un approfondissement sur les questions liées à l'indépendance des professionnels libéraux? Bonjour à tous. Alors, en fait, la question que l'on se pose, j'espère que je partage avec vous, on n'a pas échangé, j'espère qu'on a le même point de vue. Mais disons que la question qu'on se pose quand on est homme ou femme de loi, c'est comment est-ce qu'on va adapter les textes à la vraie vie des vrais gens. Ça, on est bien, on est bon, on est bon. Et si vous voulez, la vérité, c'est qu'on n'a pas de notion d'indépendance ou alors des choses qui est protéiforme. Mais tout le monde sait celui qui a le droit d'en connaître. En fait, les indépendants, ceux qui sont des professionnels libéraux, savent qu'ils sont professionnels libéraux pour une grande partie. Lorsqu'ils se définissent, c'est dommage, il est parti, lorsqu'ils se définissent par leur métier. Parce qu'en fait, on le sait, on le vit. C'est pas parce qu'on vous a collé potentiellement un contrat différent d'un autre que vous n'avez pas l'impression d'être indépendant. Et c'est un peu ça le sujet. Parce qu'au fond, se dessinent dans la pratique des gens 2 formes d'indépendance ou 2 formes de dépendance. La dépendance ou l'indépendance d'exercice, dont on a parlé, et potentiellement ce que l'on recouvre sous une pudique appellation de la dépendance organisationnelle. Alors, la problématique de la dépendance organisationnelle, c'est qu'elle est tiraillée, au fond, par plusieurs courants. Le premier, qui est un courant qui est très commun dans les métiers de la santé, où il y a une obligation d'organisation des soins. Donc, on est bien obligé d'organiser la vie des gens qui travaillent en communauté, dans la mesure où la loi nous oblige à avoir une obligation d'organisation des soins. Après, vous avez un profond courant qui traverse nos professions, et on espère et on est là pour le choyer, pour l'aider à se développer, qui est l'entrepreneuriat, se regrouper, former des sociétés. Et pour ça, ça nécessite de s'organiser. Donc cette indépendance organisationnelle, elle est difficile, plus on est gros, de l'acquérir par simplement le « je fais ce que je veux », qui n'a pas de sens en fait en société. Mais je veux dire pour vous ou pour n'importe qui d'autre, ou même raisonnablement dans une famille. Vous voyez, à un moment donné, il faut vous poser des règles. Et le fait de poser des règles n'entrave pas la liberté, sinon on est très adolescent dans sa façon de penser. Je dis ça parce que j'en élève en ce moment, donc je participe. Donc c'est pas parce qu'on met des règles qu'on est moins indépendant. Vous êtes toujours d'accord ?
Et donc, on arrive à des normes qui se percutent les unes aux autres. Je vous donne l'ordonnance dont on a parlé, l'ordonnance de février. Donc, dans l'ordonnance de février, on nous affirme, et c'était notre volonté, et c'est l'objet de la consultation, qui était de dire, OK, on se définit par plusieurs piliers, mais notamment par l'indépendance du professionnel libéral réglementé. Il se définit par son indépendance. Parallèlement à ça, plus tard dans l'ordonnance, il est dit que le professionnel libéral qui est organisé en société, en fait, c'est la société qui exerce la profession et que le professionnel libéral ne l'exerce que par l'intermédiaire de la société. Et là, du coup, on est un petit peu moins à l'aise parce que à quel moment on est indépendant, mais du coup, ça s'organise comment? Et donc, c'est toute cette construction qui est intéressante à avoir et qui nous fait, enfin, en tous les cas, moi, en tant que juriste, humblement travaillant un peu sur de la fiscalité, donc je ne suis pas une éminente fiscaliste, mais je suis obligée de m'interroger sur ce genre de sujet aujourd'hui, c'est que je me retrouve avec cette ordonnance qui suit ou précède, selon que vous entendez mise en application ou promulgation, un autre sujet qui est sujet des rémunérations techniques des associés de sociétés d'exercice libéral, où la direction de la législation fiscale nous a plaqué un raisonnement qui est celui du BNC, un raisonnement qui est profondément individualiste et certes à l'origine de nos professions qui étaient des professions de solitaires et de pas regroupés, mais on est donc tiraillé dans un courant qui nous invite à nous regrouper en promouvant le regroupement, on est plus fort, l'entrepreneuriat et la mise en société, avec finalement quelque chose qui est plaqué sur nous et qui nous renvoie systématiquement à notre statut d'indépendant, de solitaire. Et ce qui est profondément dommage et qui rend donc de plus en plus difficile les notions d'indépendance, potentiellement de responsabilité, mais surtout, au milieu de tout ça, il y a la notion juridique, et je sais que vous allez l'aborder, de la définition du lien de subordination qui heurte nos professions, comme si potentiellement les salariés ne seraient pas indépendants dans leurs exercices, ce qui est un vrai sujet, mais je pense que ça serait très difficile, en tous les cas, je vais parler pour notre profession, celle des avocats, de dire que ceux qui exercent avec un contrat de travail n'ont plus la même liberté, alors que c'est expressément écrit dans notre texte exactement le contraire. Donc, en fait, en résumé, à plaquer des notions qui sont des notions toutes faites, on polie nos aspérités d'indépendants, et on veut nous mettre des vestes qui ne sont pas taillées à ce que nous sommes. Et c'est d'où, à mon avis, l'essence même de ce qu'est l'UNAPL et des organisations qui sont nombreuses ici qui la composent, et le travail législatif, et notamment qui commence par la reconnaissance du Fonds libéral, qui sont d'autant plus importantes. Merci beaucoup, Audrey Chemoulide. Vous voyez qu'on avance. On avance, on creuse le sujet, on avance. Et justement, vous étiez interpellé par Audrey Chemoulide à l'instant, Franck Morel. Vous, comment est-ce que, dans la pratique du droit social que vous connaissez de fond en comble, que vous avez contribué à enrichir, comment se définit cette notion de subordination et peut-être d'indépendance pour ceux qui exercent une profession comme salariés, mais qui exercent un métier libéral? Ce qui est extrêmement intéressant, et donc je rassure ma voisine, je partage à 100% tout ce qu'elle a dit tout à l'heure, et je vais y revenir, et je vais mettre l'accent notamment sur un certain nombre de points qui me paraissent essentiels. Ce qui est important, c'est qu'on se trouve dans cet ensemble de questions autour de la définition de ce qu'est un indépendant, ce qu'est un salarié, sur des questions qui sont relativement anciennes, qui ont, somme toute, assez peu évolué au fil des années, mais qui, en réalité, font face à une réalité qui, elle, a beaucoup évolué.
et des aspirations des différents acteurs qui, elles, également, ont beaucoup évolué. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Jérôme Fourquet tout à l'heure, avec les chiffres que citait Jérôme Fourquet tout à l'heure, sur l'appétence à développer une activité, la création d'une activité indépendante, une activité de création d'entreprise. Et force est de constater, malgré tout, qu'on a essayé, on est tiraillé depuis 20, 30, 40 ans, effectivement, entre deux aspirations qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont toutes deux très fortes de la part des actifs dans la société française, et qui se retrouvent justement dans les contradictions intrinsèques au droit du travail, qui est d'une part une aspiration vers une forme d'autonomie, de liberté, dans l'exercice de son art, et donc qui répond à quelque chose de très identitaire pour les professions libérales en particulier. Et puis d'autre part, un besoin de filet de sécurité, un besoin de garantie sociale. Et donc c'est tout le débat très ancien autour de ce qu'on a appelé, on a utilisé parfois le néologisme de flexi-sécurité, pour essayer de trouver une voie de passage consistant à mettre en place un certain nombre de cadre spécifique pour tout à la fois pousser le curseur de la flexibilité le plus loin possible et puis élever le curseur des garanties. Alors on a réussi au fil des années à créer un certain nombre de statuts permettant de répondre à ce type de questions. Moi, j'ai par exemple participé aux côtés d'un ministre du Travail à la sécurisation d'un statut qu'on appelait le portage salarial, qui répond à ce type de préoccupation et d'équilibre justement entre la flexibilité et la sécurité. On a innové au fil des années en créant des dispositifs hybrides. Je pense à la loi Dutreil en 2003, quand on a créé des systèmes de couveuses qui empruntent à la fois à l'indépendance et au salariat. Et puis, en ce moment, je regarde mon voisin parce qu'on échange, la personne en face de moi de la DGE, puisqu'on échange souvent sur ce sujet. En ce moment, on a beaucoup le débat autour des plateformes d'indépendants sur justement ces curseurs et la manière dont on peut, tout en sécurisant l'activité des indépendants qui travaillent dans ces plateformes, élever le niveau de garantie sociale pour éviter le dumping. Donc c'est un débat qui est assez ancien. Et en réalité, par-delà les réponses de cadres juridiques spécifiques qui ont pu être posées ça et là, portage, plateforme, CAPE, etc., on voit bien que c'est sous les coups de boutoir d'un certain nombre d'axes de la jurisprudence, en réalité du juge, que se sont dessinées un certain nombre de grandes tendances. Alors, aujourd'hui, quand on parle du fait d'être subordonné, puisque le débat... Vous avez dans l'intitulé, je ne sais pas si ça apparaît toujours derrière, dans l'intitulé, on a le terme de lien de subordination. C'est quoi un lien de subordination ? Oui, qu'est-ce que c'est Voilà. Et donc, derrière cette question du lien de subordination, en fait, on a 3 critères principaux qui ont été dégagés par la jurisprudence pour dire ce que c'est être subordonné. Et donc ce que c'est, si on remplit ces 3 critères, être subordonné, c'est-à-dire être automatiquement considéré comme étant salarié et non indépendant au sens statutaire du terme, c'est le fait de recevoir des directives, d'avoir quelqu'un au-dessus de soi qui en contrôle l'exécution et qui est susceptible de sanctionner les manquements. C'est les 3 critères qui ont été dégagés par le juge, donc directive, exécution, contrôler l'exécution, sanctionner les manquements. Alors on voit bien déjà qu'il peut y avoir des débats autour de ça, parce que vous évoquiez tout à l'heure le fait, quand on travaille dans un groupe, dans une communauté d'intérêt, on va dire, d'être soumis effectivement à un certain nombre de règles de vie en commun, on va les qualifier comme ça, qui supposent de respecter des directives. Donc déjà, premier critère, celui des directives, il peut être battu en brèche. Alors, il peut être battu en brèche aussi peut-être par le fait de définir ce que c'est qu'une directive, cette fois dans son niveau de précision. Vous allez avoir recours au service d'un plombier pour changer la robinetterie chez vous. C'est pas la même chose si vous lui dites écoutez, j'ai besoin de changer la robinetterie, j'ai mon robinet qui fuit, ou si vous lui dites de manière très détaillée, bon alors il faut enlever tel anneau et puis alors je vais vous montrer, il faut que vous dévissiez ça comme ça, etc. Donc on est à un niveau de précision dans la directive qui n'est pas de même nature. Pour je dirais, simplifier, on pourrait dire séparer la finalité d'un côté et les moyens d'atteindre la finalité de l'autre. C'est peut-être là-dessus. Et c'est intéressant parce que finalité d'un côté, moyen d'atteindre la finalité de l'autre, ça renvoie aussi à quelque chose, vous parliez de l'indépendance au sens, cette fois, non statutaire, au sens de liberté d'exercice de l'art. Voilà. Liberté d'exercice de l'art. Et
chers confrères, dans le métier des avocats, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important, auquel sont extrêmement attachés les avocats, y compris les avocats salariés, puisque je relisais avant de venir le règlement intérieur du barreau de Paris. Et effectivement, on a cette question du lien de subordination pour les avocats collaborateurs salariés qui est abordée en faisant référence uniquement à l'organisation des conditions de travail et pas à l'exercice de l'art. Donc on voit bien effectivement que cette question des directives, finalité versus process, c'est aussi la séparation entre l'exercice de l'art en tant que tel et puis, on va dire, l'organisation du travail plus basique. Contrôler l'exécution, sanctionner des manquements. Et puis on a deux autres critères qui ne sont pas retenus à eux seuls par le juge, mais qui sont dans le débat et qui parfois sont un peu en cerise sur le gâteau et sont un petit peu, je dirais, mis en avant, montés en épingle. C'est celui de la dépendance économique. Qui n'est pas un critère à lui tout seul, mais qui est souvent quelque chose de mis en avant dans le débat par rapport à l'équilibre économique d'une activité, par rapport à ses donneurs d'ordre ou par rapport à son donneur d'ordre. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'étais conseiller de Xavier Bertrand, à l'époque, on avait commandé à 2 experts juridiques le premier rapport sur le sujet, qui était la question du travailleur économiquement dépendant. Et à l'époque, on nous regardait avec des yeux ronds comme des billes, on nous disait, c'est quoi ce truc-là vous parlez. Et depuis, c'est quelque chose qui a largement alimenté le débat, où effectivement, ces questions sont encore, appellent encore un certain nombre de réponses en termes d'organisation. Et puis, autre critère, c'est l'intégration dans un service organisé. C'est aussi un critère qui est parfois mis en avant, l'intégration, mais là aussi, pas de manière isolée. Alors, on le voit, on est sur quelque chose qui est toujours encore en chantier. Moi, je fais partie de ceux, de longue date d'ailleurs, qui sont attachés à la diversification des cadres juridiques la plus large possible pour permettre justement de répondre de la manière la plus adaptée à ce besoin conjoint tant d'autonomie et de liberté que de garantie, en le faisant de manière sécurisée. C'est un long chemin. C'est un chemin sur lequel on avance parfois rapidement, parfois plus lentement, mais je vais voir le verre à moitié plein et je vais considérer qu'effectivement, pour peu qu'on puisse s'appuyer sur une méthode réaliste, une méthode efficace, on sera capable d'avancer sur ce chemin. C'est quoi une méthode réaliste et une méthode efficace ? C'est une méthode qui, à mon avis, prend en considération le fait qu'il y a un ingrédient essentiel dans toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté dans ces approches de la jurisprudence qui peuvent paraître parfois complexes et rigides, c'est la dimension de la légitimité. La dimension de la légitimité, c'est-à-dire la prise en considération, en réalité, des besoins réels des acteurs, des attentes réelles des acteurs, et de la légitimité au long cours de ces processus. Et dans ce cadre, je crois qu'il y a un élément de méthode qui me paraît intéressant, important, et ce n'est pas ici que vous allez me contredire, parce que je sais que c'est quelque chose auquel vous êtes attaché, c'est la négociation collective. Je pense effectivement c'est un des éléments, alors en bâtissant des écosystèmes parfois spécifiques, mais c'est un des éléments de réponse, je pense, à moyen terme, aux difficultés qui peuvent exister en la matière. Merci beaucoup, Franck Morel, pour cette intervention. Alors, on va donner le micro à présent à Jean-Baptiste Barfetier. Avant de parler des jeunes, parce qu'on va parler des jeunes et des aspirations de la jeune génération, et puis de parler aussi peut-être du sens que tout cela peut avoir. Effectivement, il est là. Vous, Jean-Baptiste Barfetier, en tant qu'observateur des entreprises, vous avez soulevé le capot des entreprises pour regarder comment fonctionnait le moteur. Et on a beaucoup parlé de l'entreprise libérale. Donc aujourd'hui, quelles sont les tendances et les évolutions que vous observez quand vous regardez ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, notamment en termes de management ? Merci. C'est cette tendance à la mission qui ressort énormément et que je trouve a beaucoup d'écho ici. Donc je vais y revenir juste après mon petit passage sur le sens. J'aime bien commencer avec la question de qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez un gros lot au loto. Donc
on pense tout de suite à la consommation, à une voiture, un grand voyage, la maison, etc. On pense moins souvent à ce qu'on ferait professionnellement. Et quand on pose cette question, il y a beaucoup d'études qui sont posées régulièrement avec cette question précise. On voit qu'à peu près 2/3 des actifs continueraient leur activité. C'est à peu près 10% de moins que dans les années 80. Donc on voit cette baisse qui justifie tous ces grands questionnements sur le travail, mais on n'est pas dans une dégringolade. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, on peut rapprocher de la réponse sur est-ce que vous trouvez que votre travail a du sens. En fait, la réponse est à peu près le même chiffre. Donc la première approximation, c'est un travail qui a du sens, c'est un travail qu'on fait pour le sport, même millionnaire, même une fois qu'on a gagné à ce gros lot. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes qui répondent positivement considèrent qu'ils ont le job de rêve, que le niveau de profit, le niveau de salaire, le niveau de bien-être est au bon niveau. Donc on a 43% des actifs qui envisagent de changer d'emploi dans les 2 ans pour un emploi qui a plus de sens. Donc vous me posez la question des jeunes, c'est un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les jeunes et puis les autres qui penseraient radicalement différents. À chaque fois qu'on prend les chiffres que je vais vous donner, à chaque fois c'est un peu d'avantage, il y a une prime à la jeunesse sur ces questions. Donc par exemple sur ce chiffre de 43% dans les actifs, eh bien, on est à 59% chez les moins de 35 ans qui envisageraient de changer d'emploi pour un emploi qui a plus de sens, de leur point de vue en tout cas, dans les 2 ans. Quand on a soulevé capot justement de ce sens, quel que soit dans les différentes professions, on a abouti à un paradoxe qui pourra vous intéresser, que d'un côté le sens est ressenti de façon éminemment individuelle. On ne peut pas... voilà, dans les 3 personnes à côté de moi, si on leur demandait de quelle façon ils trouvent du sens dans leur travail, ils auraient probablement des réponses différentes. Donc ce sens dans le travail est ressenti de façon éminemment subjective. Mais on va trouver un certain nombre de facteurs qui sont dans la relation dans le collectif, dans la finalité des différents métiers, dans les relations de management qui ont déjà été beaucoup mentionné ici, donc ce que disait notamment Jérôme Fourquet sur la volonté de se mettre à son compte. On a une expérience britannique qui est assez amusante. Quand on demande à peu près à 150 salariés qualitativement leur meilleur souvenir de sens dans leur travail et le pire souvenir, eh bien, leur manager n'est jamais cité dans le meilleur souvenir et il est presque systématiquement cité dans le pire souvenir. On a une autre expérience intéressante. On a 2 groupes d'étudiants à qui on demande de fabriquer des figurines à partir de Lego. Donc avec une petite rémunération pour chaque figurine qu'ils vont construire. Vraiment exactement le même travail. Mais dans un cas, ces personnes vont voir les figurines s'accumuler sur leur bureau et vont voir le fruit de leur travail. Alors que dans le groupe d'à côté, à chaque fois qu'ils auront fait une figurine, on va la déconstruire, la remettre dans la boîte et leur dire « allez-y, recommencez à partir de ça ». Et donc les économistes comparent même rémunération, même cadre, même hiérarchie, etc. Qu'est-ce qui se passe ? 40% de production, de motivation en plus quand on voit le fruit de son travail qui évidemment est plus palpable quand on est dans une petite équipe et quand on est à son compte. Donc ce que j'ai trouvé intéressant avec cette invitation, c'est que j'entends beaucoup de choses sur l'indépendance et je trouve qu'à chaque fois il faudrait accoler cette question de la mission à côté de l'indépendance qui, je crois, définit aussi bien à égalité ces différentes professions. Donc une indépendance au nom de cette mission et cette mission, ces différents métiers, appuyés sur cette pratique indépendante. Et je notais les chiffres tout à l'heure du président Sens sur la dilution, le risque de dilution dans la micro-entreprise, donc la moitié des entreprises libérales créées qui sont des micro-entreprises. Donc rapidement, j'ai regardé sur mon téléphone, qu'est-ce que ça donne dans la totalité des entreprises ? Sur le million dont parlait Jérôme Fourquet, on a les 2/3 qui sont des micro-entreprises, donc encore plus de risques de dilution, on pourrait dire, avec ce raisonnement, dans les autres entreprises qui ne sont pas libérales. Pourquoi ça peut toucher une corde sensible dans votre cas ? Parce que, comme disait Jérôme Fourquet tout à l'heure, cette recherche
des micro-entrepreneurs, c'est cette recherche d'indépendance. Cette recherche d'indépendance, un peu quelle que soit la mission. Et c'est peut-être ça qui va faire une distinction, à mon avis, intéressante, qui justifie qu'il y ait cette défense contre la financiarisation sur tout un tas de points. On fait cette défense au nom de ces différentes missions qui sont menées dans ces métiers. Et je pense qu'on aurait intérêt à accoyer à chaque fois qu'on fait cette harangue à l'indépendance, de accoyer avec une même réflexion autour de la mission. Et tout à l'heure, si vous voulez, je pourrais vous en dire un mot sur les travaux que j'ai menés avec Nico Nota et Jean-Dominique Sénard sur l'entreprise à mission. Est-ce que ce n'est pas quelque chose dont on pourrait s'inspirer, ou en tout cas mettre en avant dans les professions libérales pour qu'il y ait davantage cette reconnaissance de vos missions? Merci beaucoup, Jean-Baptiste Parfetti. Alors, on va peut-être se livrer à une réaction aux propos que vous venez de tenir, parce que vous avez ajouté un élément à la réflexion, vous avez versé un élément qui est celui de la mission. En clair, est-ce que il faut être indépendant à tout prix, ou est-ce que il faut l'être pour des missions? Et finalement, ça questionne aussi le statut d'auto-entrepreneur, et peut-être le sujet de l'abandon de ce statut en cours de route, ou la fermeture de ces micro-entreprises. Alors, je voudrais avoir vos réactions, tous les trois. On commence par vous, Franck Morel. On a tout à l'heure effectivement évoqué cette distinction entre l'indépendance dans... Moi, j'utiliserai le terme, mais après, c'est discutable, évidemment, indépendance dans l'exercice de l'art, ou indépendance statutaire, c'est-à-dire indépendance statutaire dans le sens où on va être soumis au risque économique. C'est peut-être ça le distinguo. C'est-à-dire, est-ce que je suis soumis au risque économique, c'est-à-dire que j'ai un statut d'indépendant? Alors, modulo tous les débats autour de la dépendance économique, après, que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, on voit bien que sur chaque critère, il est très rare. Mais vous savez, en droit, les avocats, souvent, nous disent, est-ce qu'il existe une réponse, oui ou non? Non, rarement. En droit, la réponse est souvent, vous savez, oui mais, non mais, ça dépend. Donc, du coup, ça peut être un peu frustrant, effectivement. Mais là, on voit bien qu'on a d'un côté ce qui va relever d'une indépendance plutôt statutaire, et plutôt qui renvoie au libre exercice d'une activité au sens commercial, au sens économique du terme, et puis tout ce qui relève de l'exercice de l'art en tant que tel, de la déontologie en tant que telle, des gestes professionnels en tant que tels, où là, effectivement, et ça renvoie parfois d'ailleurs à des textes spécifiques, j'évoquais tout à l'heure le règlement intérieur du barreau de Paris, pour les avocats, ça renvoie parfois à des textes spécifiques qui permettent de préserver ce que vous appeliez aussi le libre arbitre, tout à l'heure, dans la présentation que vous avez faite, ce libre arbitre dans l'exercice de son activité. Donc la frontière, à mon avis, elle est plutôt là. Elle est plutôt là. Alors, on voit bien, avec ce distinguo, qu'elle semble plutôt assez bien établie. Mais évidemment, le diable se niche dans les détails. Et parfois, pour pouvoir rester autonome, effectivement, dans l'exercice de son art, il faudra aussi être autonome dans l'organisation de son activité. Donc, où se situe la limite, le débat est encore assez large. Audrey Chemouli. Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit sur la mission, parce qu'en fait, dans les entreprises qu'on conseille, nous, au cabinet, il y a de plus en plus donc, de professionnels libéraux qui créent des entreprises à mission. Et en fait, dans le cadre de ce colloque, une des choses qui m'a frappée, c'est de dire... Et ça a été, c'est dans la droite ligne, les gens ont besoin de plus d'indépendance. En fait, ils sont assez peu satisfaits du management qui les encadre, et donc ils veulent se mettre à leur compte parce que c'est ça l'indépendance. Et la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'on est satisfait, nous, en tant qu'organisation qui représente des professions libérales, d'avoir des gens qui nous rejoignent parce qu'ils se construisent en opposition par rapport. Et je trouve que c'est assez dommage. Et je pense que c'est notre devoir, notre obligation morale d'accompagner la création de valeur et de nos entreprises dans
se construire, aller vers quelque chose de commun. Et du coup, votre réflexion sur la mission, je la trouve extrêmement intéressante parce que si elle n'est pas essentialisée dans chacune, c'est-à-dire que si on n'a pas la définition juridique qui oblige chaque entreprise à avoir une mission singulière et essentialisée, et on perdrait le propos. Ma réflexion, c'est peut-être de dire, si on a quelque chose qui est plus large que nos professions, un avenir commun, une mission commune, qui n'est pas cantonnée à celui qui soigne à soigner, qui n'est pas cantonné à celui qui défend à défendre, mais qui est cantonné qui est élargi plutôt à quelque chose de plus vaste, la mission devient très intéressante, je trouve, pour nous redéfinir et donc aller vers quelque chose plutôt que de s'opposer à autre chose, de se construire en opposition. Et je pense qu'on devient trop nombreux aujourd'hui pour se dire qu'on se construit qu'en opposition. On doit aller vers quelque chose et la mission probablement peut nous aider. Merci Audrey Chemoly. François Blanchecotte. Alors, peut-être que pour les professions de santé que vous connaissez bien, que vous représentez aussi au sein de l'UNAPL, ces notions de mission et d'indépendance sont encore plus évidentes, plus implicites. Certainement, parce qu'en fait, on a vu au fur et à mesure des années se construire des groupes, en tout cas dans le domaine de la biologie. Aujourd'hui, c'est la radiologie ou d'autres spécialités médicales. Et on voit que... j'ai pas l'impression aujourd'hui de ne pas être un professionnel libéral, même si j'appartiens à un groupe. J'ai l'impression quand même que ce que je fais, j'ai la liberté de le faire. Alors, est-ce qu'à un moment donné, le fait que je sois dans une structure sociétale très importante fait que j'ai des contraintes qui ressemblent aux liens de subordination? Ça vient chez nous du part de la normalisation de mon métier qui est obligé de dire un professionnel libéral doit être dans tel laboratoire, à tels horaires, etc. On est bien obligé de s'entendre entre associés et on doit un peu structurer ça. Donc à un moment donné, on se retrouve piégé dans le fait qu'on nous dit « bah oui, mais quelle est la différence par rapport à un salarié où tu définis ton planning, tu es à tel endroit, etc. » Et donc on voit bien qu'on a cette différence très, très fine et que certainement... dans la manière dont j'ai l'autonomie de prendre certaines décisions, y compris si je suis associé à la gouvernance. Et ça, c'est une vraie différence peut-être par rapport au monde du salariat. Mais n'empêche que ce que vous disiez sur les missions, c'est vrai que si on avait la possibilité de définir de façon plus large les missions auxquelles nous sommes affectés, on aurait moins peut-être ces problématiques de se retrouver en lien de subordination en disant vous êtes peut-être un salarié déguisé ou etc. Les contraintes par contre des investisseurs sont des contraintes économiques. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on fait entre guillemets avec parce qu'on les a fait venir pour faire des investissements et développer les entreprises. Je crois qu'il ne faut pas non plus voir ça systématiquement comme étant une mauvaise chose. Je pense qu'il y a des bonnes choses. Par contre, il faut avoir des éléments qui protègent vraiment notre exercice professionnel et qui permettent de dire, ben voilà, je ne fais pas ça parce que je suis obligé par la structure de le faire. Donc ça, c'est très important de voir comment on peut avoir cette autonomie par rapport à notre exercice. Merci François Blanchecotte. Alors, on reboucle avec vous, Jean-Baptiste Barfotti. Donc, les travaux que vous avez menés dans la mission Nota Sénar sur ces entreprises à mission, comment est-ce qu'on pourrait les appliquer ou en tout cas les étendre aux professions libérales ? Précisément au moment, et je fais le lien aussi avec notre dernier sujet de discussion, au moment où on s'apprête à s'emparer, et peut-être on a déjà commencé à s'emparer des nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle. Jean-Baptiste Barfotti. On était parti du point de départ de la financiarisation des entreprises. C'est assez intéressant au moment de cette mission en 2018. On était revenu à une définition du pape du management, Peter Drucker, qui dit que la rentabilité n'est pas le but de l'entreprise. Donc si je dis ici, je pense que plein de gens seront d'accord, à l'époque, quand on disait ça à un directeur financier, on était très très bien reçu. Et cette phrase... la suite de cette phrase, vous allez voir, donc la rentabilité n'est pas le but de l'entreprise et d'activité commerciale, mais un facteur limitatif. Le profit n'est ni explication, ni la cause, ni le mobile des décisions et des comportements dans les affaires, mais la mise à épreuve de leur validité. Donc,
absolument pas une remise en cause de la profitabilité des entreprises, simplement de dire que ça arrive a posteriori, que vous avez une vision qui peut être le fait d'une personne individuelle ou bien d'une équipe, et c'est seulement à la fin du match que l'on va compter les points et voir si cette vision était la bonne. Et ce qu'on a essayé de proposer dans ce rapport, c'est justement de pouvoir doter les entreprises d'outils pour aller dans cette direction. Donc on a posé cet outil qui est la raison d'être pour justement guider les discussions dans la gouvernance des entreprises. Et pour les entreprises qui veulent aller plus loin, ce système de mission, donc, qui veut dire très concrètement que vous inscrivez dans vos statuts cette raison d'être, ce qui vous anime, que vous allez noter un certain nombre d'indicateurs socio-environnementaux que vous choisissez en fonction de votre métier, de votre modèle d'affaires, que vous allez suivre année après année, comme on suit ses comptes. Donc, circuit court, des indicateurs dans le soin, enfin, il y a énormément de choses qui sont possibles. Et s'ajoute également la validation par un tiers indépendant, comme un commissaire aux comptes. Et on va s'entourer d'un comité de mission, comme on a un conseil aussi d'administration, et là aussi qu'on va réunir très librement, pour avoir une discussion, être challengé sur cette poursuite de la mission. Donc l'idée, peut-être pas de rajouter des normes, des règles, des mesures, etc. Ce n'est pas le but, c'est pour ça qu'il faut adapter à la taille des entreprises, même si les entreprises à mission sont surtout des petites entreprises. Hein. Les 3/4 des sociétés qui passent à mission sont des PME, parce que pour changer ses statuts, il faut réunir 2/3 de son actionnariat. Donc le CAC 40 ne s'est pas précipité pour des raisons d'actionnariat. Ce qui est intéressant aussi, c'est au départ, quand on a posé cette proposition, il y a eu beaucoup de réactions du type « nous, on le fait de façon native ». On n'a pas besoin de tous ces machins. Donc on a eu les mutuelles, on a eu toute l'économie sociale et solidaire qui a dit « nous, on fait ça depuis des siècles, vous essayez de réinventer la roue, etc. » On a eu la même chose aussi avec des entreprises publiques qui nous disaient « nous, on a des missions de services publics qui sont inscrites dans la loi. » Et malgré ça, c'est plutôt ce type d'entreprise qui est venu en premier dans ces logiques de raison d'être, de mission. On a la Maïf qui a été une des premières à passer société à mission. On a la Poste, entreprise publique, qui est rentrée dans ces dispositifs. Donc là aussi, c'est pas parce que c'est quelque chose qui existe dans les professions libérales depuis longtemps, qui fait partie de l'ADN, qu'il ne faut pas l'adapter et être guidé aussi par ce type de mécanisme pour finalement avoir ce dialogue avec les milliers d'entreprises à mission qui existent aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai pas de recette toute faite. Je pense qu'il faut que vous en saisissiez pour l'adapter vraiment à votre main et que voilà, vous fassiez que ça corresponde le plus possible à vos métiers. Merci beaucoup Jean-Baptiste Barfeuti. On s'achemine vers la fin de notre échange, mais on ne pourrait pas terminer cet échange sans parler de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, et ça a été rappelé tout à l'heure par Thomas Cour, puis aussi souligné par Christophe Sens dans son propos introductif, ce sont des éléments, des modes d'action, des modes de travail qui vont modifier substantiellement ce que sont et peut-être la nature des professions libérales dans l'avenir. Donc justement, à la lumière des éléments qui ont été apportés au cours de cet échange, et peut-être en rebondissant sur ces notions de mission, comment est-ce que les uns et les autres, vous appréhendez ce que l'IA va pouvoir apporter, modifier, ou au contraire améliorer dans l'avenir pour les professions libérales? Je commence par vous, Franck Morel. Alors, j'ai fait un papier il y a quelques jours dans une revue juridique justement sur l'impact de l'IA sur la gestion des ressources humaines. Donc, c'est l'impact de l'intelligence artificielle, il est à la fois assez classique, c'est-à-dire qu'on a à la fois toute une série de questions qui sont classiquement des questions de gestion du changement. C'est-à-dire, chaque fois qu'on est confronté à un processus de changement, on a un certain nombre de points de passage obligés.
Et là, quelle que soit la profession, quel que soit le métier, quelle que soit la structure, on a tous les points de passage obligés liés à la gestion du changement. Bon, ça c'est un premier aspect. Et puis, on a par ailleurs des aspects extrêmement spécifiques et qui vont très très vite. Et j'en resterai à quelques boussoles, quelques points essentiels qu'on trouve d'ailleurs dans les textes qui se mettent en place petit à petit, puisqu'on a un règlement européen qui a été adopté, qui va être applicable à compter de l'année prochaine sur l'intelligence artificielle, progressivement en fonction des différentes dispositions qui sont contenues dans ce règlement, et qui nous donne là aussi, et c'est pas terminé, puisqu'on a un projet de directive aussi sur les questions de responsabilité, notamment, qui est sur la table de la Commission européenne et qui pourrait compléter ce règlement européen. Et les boussoles, c'est quoi ? Les boussoles, c'est, premier élément, allez, en bon français, keep control. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut être quelque chose d'extrêmement utile, d'extrêmement intéressant pour aller plus vite, pour gagner en productivité, mais, grand Dieu, gardons le contrôle. C'est ce que j'appelle ouvrir le capot. Ouvrons le capot, dotons-nous de la capacité d'ouvrir le capot, c'est-à-dire de savoir quelles sont les données de base qui vont renseigner le travail qui va être mené par l'intelligence artificielle. On a par exemple des études qui ont été faites sur la reproduction de biais discriminatoires qui peuvent exister si on prend pas garde, effectivement, à la manière dont on va donner à manger à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, si vous me permettez l'expression, elle est bête à la base. Elle fait un travail à partir de données avec lesquelles on l'alimente. Si on ne l'alimente pas avec certaines données, elle ne va pas utiliser ces données. Donc, ouvrir le capot, c'est effectivement avoir un regard sur ce qui est dans l'intelligence artificielle, ce qui va nourrir celle-ci. Et puis, un autre aspect qui me paraît extrêmement important aussi, on a parlé, alors c'est une belle formule, mais il faut lui donner corps, c'est le droit à la décision humaine. Le droit à la décision humaine, c'est-à-dire que vous allez utiliser au maximum l'intelligence artificielle, et c'est très bien, ça fait gagner du temps, mais au bout du bout, on ne se laisse jamais déborder, entre guillemets, par une utilisation totalement laissée en libre cours, on va dire, sans aucun contrôle, à l'intelligence artificielle. Donc le droit à la décision humaine dans les processus de précision. Et puis dernier point, très rapide, parce que je vois effectivement que le temps passe très vite. Et on va donner la parole très à rapide, il y a évidemment un enjeu de formation professionnelle extrêmement fort, extrêmement important. C'est abordé plusieurs fois dans le règlement européen, prendre en considération les connaissances de l'intéressé, etc., pour utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire formation, formation, formation. Voilà quelques boussoles sur la question de l'intelligence artificielle. François Blanchecotte et après peut-être Jean-Baptiste Barfetti si vous souhaitez rajouter quelque chose. Merci. Pour l'intelligence artificielle, oui, il faut parler aussi de celle générative parce qu'elle a finalement des conséquences beaucoup plus importantes. En tout cas, dans le domaine de la santé et dans le domaine des professions libérales, on est très attaché. Aujourd'hui, deux secteurs, il faut former les gens. Il faut les former au cas d'usage, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs en lien avec l'UDP, c'est-à-dire donner à chacun d'entre vous des cas d'usage pour pouvoir dire à un moment donné quels sont les outils que vous avez. Et comme tu l'as dit très bien, c'est qu'à un moment donné, les bases auxquelles on fait référence, elles ne soient pas partagées avec tous, mais elles soient sécurisées, parce que sinon, autrement, nos données de santé ou ailleurs, elles partent évidemment dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, elle est de plein pied dans tout notre secteur santé. Je regarde Michel évidemment avec attention, mais nous, en particulier en biologie, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, vos cellules du sang, elles sont organisées, elles sont classées, elles sont visualisées, elles sont numérisées, et il y a en plus une analyse prospective qui est faite par rapport aux patients pour formuler des traitements derrière, et donc on voit bien que c'est des outils extraordinaires puisqu'ils sont capables de balayer en très peu de temps des milliers de pages de documents, de données, pour essayer de vous donner le meilleur traitement possible. Donc on a vraiment des outils dont on a besoin. Par contre, les précautions que soulignées de garantie humaine, c'est vraiment extrêmement important, et surtout le domaine de la formation, mais je pense que l'UNPL va se lancer dans la formation de ses professionnels. Jean-Baptiste Barfetti, un dernier mot sur l'IA. Oui, en un mot, j'ai bien aimé la métaphore automobile de Franck Moret, donc je vais en prendre une autre. Ne pas s'endormir au volant. On a la recherche américaine sur le sujet. En fait, quand on prend sur un certain nombre de tâches
on compare un groupe de contrôle, c'est-à-dire des personnes qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle par rapport à d'autres qui utilisent cette intelligence générative. Donc vous allez voir qu'ils vont faire plus vite, mieux, etc. Mais quand on les soumet à des tâches qui sont réputées difficiles pour ces intelligences artificielles, eh bien, ils vont moins performer que ceux qui n'utilisent pas. Parce qu'ils vont prendre l'habitude de l'utiliser, et c'est des tâches difficiles, donc ça va sortir moins bien. Et donc là, il y a le risque de prendre des habitudes et en fait de se faire piéger sur un certain nombre de points, outre tout ce qu'on vient de dire sur la source des données, et puis la confidentialité, qui est aussi un sujet important pour ces données. Merci Jean-Baptiste Parfetti. Alors, Audrey Chemouli, à vous le mot de la fin et la conclusion qui ne peut être que provisoire, on l'a bien compris ce soir. Oui, la conclusion que provisoire. Alors, je n'ai pas de métaphore sur les voitures. Je suis vraiment désolée. Néanmoins, à ajouter à ce qui a déjà été dit, moi, ce qui m'a interrogée, c'était la fracture. En fait, c'est l'inégalité que potentiellement l'intelligence artificielle créera. Alors, dernièrement, on m'a opposé, comme quoi on est vraiment toujours tiraillé, on m'a opposé deux choses. La première, c'est que c'était la première fois que un outil numérique, enfin, ça allait être la seconde fois après Internet, qu'un outil numérique allait pouvoir lisser un certain nombre de connaissances. Donc, moi, j'avais la vision, si vous voulez, de l'intelligence artificielle comme quelque chose qui allait créer une fracture entre ceux qui en disposaient et ceux qui n'allaient pas en disposer, qui n'avaient pas les moyens de la générer. Or, je me suis rendu compte qu'en fait, potentiellement, ça ne sera pas une question d'investissement, mais ça sera peut-être une question de cloisonnement des savoirs. Je vous donne un exemple. Nous, on a besoin de beaucoup de jurisprudence, de beaucoup de cas, de beaucoup de, vous voyez, de littérature sur le sujet. Donc, vous imaginez qu'un cabinet qui a 4000 personnes à travers le monde va avoir une data qui est bien plus importante que moi ou le cabinet d'à côté, vous voyez. Et ces énormes cabinets-là utilisent, ne génèrent pas d'intelligence artificielle, enfin, ne produisent pas leur propre intelligence artificielle, ils ne la développent pas parce qu'en fait ça coûte trop cher, mais utilisent celles qui sont déjà sur l'étagère, mais en cloisonnant cette intelligence artificielle pour pas qu'elle nourrisse celle du général. Donc en fait, si vous voulez, à force de réfléchir à des cas d'usage, je me rends compte que on n'a pas du tout la profondeur du sujet. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la dernière fois à l'UNAPL, on a fait le séminaire de rentrée. Il y a un monsieur formidable qui est venu nous faire un exposé sur l'intelligence artificielle qui m'a beaucoup rassurée. J'espère que ça vous rassurera aussi. Je suis sortie de là en me disant finalement, j'avais probablement rien compris à l'histoire. Mais enfin, je vous livre sa réflexion. Il disait à un moment donné, de toute façon, il y aura énormément d'intelligence artificielle qui se mettront en concurrence dans tous nos secteurs que l'on représente aujourd'hui. Et à la fin et au bout de cette chaîne de gens, d'entreprises commerciales, donc bon, à fortiori, bon, quand même, qui souhaitent être profitables, il n'en restera plus qu'une ou deux. Et c'est celle-ci qu'il faudra que vous utilisiez. Donc, ce qu'il disait, néanmoins, en termes d'hygiène, donc c'est pas une métaphore automobile, mais peut-être une métaphore d'hygiène, c'est-à-dire il disait, l'hygiène, c'est de toujours se tenir au courant et de les utiliser le plus possible dans votre vie quotidienne. Et un jour, on vous dira, c'est celle-ci, et vous saurez comment l'utiliser, parce que nativement, vous les aurez utilisées. Voilà. Merci Audrey Chemouli. Alors, à présent, la parole vous revient. Et si vous avez des questions à poser à nos intervenants, eh bien, c'est maintenant. Alors, qui veut poser la première question ? Non. Alors, allez-y. Alors, on va peut-être vous donner un micro qui vous permettra d'être entendu et surtout enregistré. On va prendre un micro de là. Voilà. Alors, si vous voulez bien, s'il vous plaît, vous nommer pour Bonjour, les Isabelle vidéos. Berthet, présidente du syndicat des sophrologues professionnels et à l'UNAPL depuis 10 ans. Moi, j'ai envie de vous dire, vous parlez beaucoup de biologie, médecin, etc. Mais en professionnels libéraux, nous sommes souvent seuls. Et je pense que peut-être dans tout ça, il ne faut pas oublier. Moi, je dis toujours, puisque je forme sur la micro-entreprise, je suis micro-entrepreneur depuis depuis 2009, c'est qu'avant tout, on va être chef d'orchestre. Et
pour rejoindre un peu la capitalisation en entreprise pour les professions libérales, on veut... Quand on est dans une grande entreprise, on a le DRH, on a le DAF, on a le technicien, on a tous les corps de métier qui se regroupent. Ben, en professionnel libéral, ce qui est important, on est souvent seul, donc c'est aussi de se réunir, de se regrouper, parce que quelqu'un va pouvoir nous aider sur la gestion, l'autre va pouvoir nous aider sur le commercial, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vient rechercher ici à l'UNAPL. Je pense que c'est important. Et il y a aussi une notion au-delà de la mission, c'est les valeurs. Pourquoi nous, on a changé de métier, puisque nous sommes dans des métiers de reconversion? Moi, je suis aussi médiateur judiciaire. Ce sont mes valeurs qu'on ne retrouvait pas dans les grandes entreprises. J'ai travaillé 25 ans en agence de publicité. Et c'est aussi pour ça que les gens aujourd'hui s'installent en micro-entreprise. La micro-entreprise, on est d'accord, elle n'est pas du tout bien pour la retraite et la sécurité sociale, etc. Sauf qu'elle permet aux gens d'être dans leurs valeurs et dans leur droiture par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. C'est leur mission, en fait. C'est une mission. Merci beaucoup pour ce témoignage, Isabelle Berthet. Alors, qui veut... Voilà, alors c'est à vous. Le micro arrive, voilà. Alors, on vous écoute. Bonjour, moi c'est Louise Langler, je suis la présidente de la Fédération nationale des étudiants et des étudiantes en kinésithérapie. Alors je vais vous parler aussi d'avenir, voilà, des jeunes, donc des futurs professionnels libéraux. Je voulais savoir quel était votre point de vue. On a vu que voilà, les jeunes, pour 6 sur 10, étaient intéressés par l'exercice libéral, et tant mieux. La question que nous on se pose, c'est dans le système de santé, il y a un tournant qui est pris, un tournant plus ou moins forcé d'obligation d'installation des jeunes professionnels qui voudraient faire du libéral. D'abord, on leur dit si vous voulez faire du libéral, d'abord vous allez être contraint dans votre autonomie, contraint dans votre liberté. Et nous, on se pose beaucoup la question pour les fédérations étudiantes, quelle image de l'exercice libéral on donne à ce moment-là? Et est-ce que vous n'avez pas peur finalement pour l'attractivité de cet exercice libéral? Voilà, parce que nous, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Donc, quel œil vous portez en tant que aussi organisation qui promeut l'exercice des professionnels libéraux? Merci pour cette question. Alors, c'est une question pour François Blanchecotte. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais un peu. Le vice-président délégué de l'UNAPL aux professions de santé. Alors, tout ce que tu parlais dans les contraintes, c'est essentiellement la contrainte d'installation ou... Bien sûr. Oui, parce que effectivement, la profession représentée par vos syndicats a signé effectivement une contrainte d'installation, et que aujourd'hui, je pense que tu dois faire le distinguo entre la contrainte d'installation géographique que tu as et le fait que tu as le droit quand même de t'installer dans une région ou dans un endroit particulier. Tu dois y exercer, et je pense que vous avez aujourd'hui... je trouve beaucoup de kinés travaillent essentiellement ils sont un ou deux, ou souvent dans le cabinet, et donc vous vous installez quand même avec une certaine liberté, non? Ou pas? Tu as l'impression que tu es vraiment contrainte, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la contrainte d'installation des médecins. J'ai vu qu'il y a un député qui a encore commencé à reprendre ça. Donc c'est un thème récurrent. C'est des conventions nationales qui ont été signées par exemple avec les infirmières. Donc on voit bien que... Et c'est ça qui te gêne en soi, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'installer n'importe où. Alors justement, oui, c'était un peu cette notion-là. Est-ce que ça risque de s'étendre aux autres professions libérales? Et à mon sens, ça entrave quand même la notion de profession libérale pour les jeunes, et ça leur donne une image du libéral qui n'est pas forcément celle, en tout cas, qu'on peut prôner. Et voilà, et moi, c'est un peu ce qui m'inquiète, au-delà de moi, comment professionnel, kiné, je vais m'installer demain. Pour les jeunes, quelle vision du libéral on donne en partant du système de santé où on contraint le libéral? C'est plutôt ça ma question. Peut-être François, si tu me permets, il y a peut-être aussi des exemples chez les professions de santé, je pense aux pharmaciens, ou des activités avec autorisation d'exercice. Oui, en fait, on arrive maintenant dans des contraintes où les gens s'installaient toujours dans les mêmes régions. Donc aujourd'hui, effectivement, on veut un service de proximité pour l'ensemble et une égalité sur le territoire. Et donc, on essaye de passer des contraintes. C'est vrai pour nos amis pharmaciens, dans le sens où il y a effectivement un numerus clausus. Nous, les labos, on aimerait bien en avoir un pour éviter qu'il y ait des installations sauvages partout. Donc, vous voyez que c'est dans un sens et dans l'autre. Par contre, je pense que ton exercice personnel, le fait que tu prennes la décision de t'installer en tant qu'indépendante, en tant que libérale, elle est vraiment protégée et fondamentale. Chez vous, vous l'avez. Il est vrai que les contraintes
d'un payeur principal qu'on appelle l'assurance maladie fait qu'on passe des conventions et qu'à un moment donné, on a d'autres contraintes, mais c'est ça au niveau de l'État qu'on les gère. Donc, faut que tu regardes ça avec l'évolution. Vous avez eu 15% d'installations et de professionnels kinés qui sont venus de l'extérieur venir en France. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'impact. Et c'est vrai que vous avez augmenté de façon très forte, mais il y a des besoins de la population. Et je pense que là, il y a une régulation, en tout cas par le payeur, par l'organisme de l'assurance maladie. Alors, on va poser une autre, faire circuler le micro à votre voisin. Bonjour à tous. Du coup, je me présente, Théo Revel. Je suis vice-président enseignement supérieur à l'ANEF, donc l'Association nationale des étudiants en pharmacie. Donc ma question portera du coup sur l'installation des jeunes pharmaciens. On sait qu'on a de plus en plus de jeunes étudiants qui se destinent justement à l'exercice officinal et à reprendre une pharmacie au cours de leur carrière. Mais du coup, comment les rassurer, ces étudiants, quand on parle de plus en plus de financiarisation, de dépendance à des capitaux externes face à l'investissement dans leur pharmacie? Merci. Alors, le président national est parti. C'est dommage. J'aurais pu lui refiler le micro. Je pense que Philippe Bessier, aussi bien que le président de l'USPO d'ailleurs, a essayé de régler les décisions avec les décrets. Et que dans les décrets que j'ai entendus, en tout cas sur la pharmacie, vous n'avez pas d'ouverture de capital, vous avez un maintien, effectivement, pas de dissociation de droit de vote, droit financier, et vous avez surtout une protection par rapport aux investisseurs. Donc pour l'instant, c'est a priori ce qui serait dans le décret et qui vous protégerait complètement. Reste le problème de la dette que certains pharmaciens peuvent contracter et dont on peut rentrer des investisseurs par la dette. Donc c'est quelque chose auquel le décret profession par profession et en particulier chez les pharmaciens va bientôt être publié et a priori il y aurait quand même une protection en tout cas dans l'ouverture de votre capital à des tiers extérieurs non pharmaciens. Voilà. Excuse-moi, Répondre je à ta peux juste question. te dire quelque chose. Audrey. Parce que quand même, il y a quelque chose. Donc nous, juste pour préciser, on est la seule famille, donc la famille Du droit. Du droit. Non, non, mais attends, profession juridique et judiciaire, on est la seule famille à être. On a zéro possibilité d'ouverture des capitaux extérieurs. Zéro, même pas par la dette. Donc ça fait parmi les 3 professions qui existent notre singularité. Je tiens quand même à préciser, pour ceux qui s'inquiètent, parce que soit il y a trop de normes, soit il n'y en a pas assez. Mais je précise tout de même que les pharmacies, que les laboratoires, que les sociétés où il y a des médecins accueillent pour une partie de la génération les capitaux extérieurs comme une manne financière pour pouvoir sortir. Donc moi, non mais c'est un fait. Les pharmacies se sont vendues, les labos se sont vendus. Donc à un moment donné, je pense que la loi peut faire plein de choses, mais il faut responsabiliser les gens en leur disant que quand ils sortent en vendant très cher, peut-être la première génération va accepter, mais certainement pas la deuxième et probablement pas la troisième. Donc la loi, elle peut faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, chacun est responsable de l'avenir de sa profession et qu'il faut absolument savoir que quand on ouvre les capitaux extérieurs, déjà, c'est pas une obligation d'y avoir recours, et 2, il y a des autres solutions de financement qui ne sont pas dilutives et ça s'appelle la banque, et qui font que, certes, on a des garanties qui sont peut-être un peu différentes, qui sont un peu plus de stress, mais à un moment donné, il faut éduquer ces professions à de l'indépendance, et l'indépendance, ça passe aussi par le financier. Voilà, et on rappelle. C'était un peu lisse. Voilà. Et on rappelle aussi, alors on peut compléter en indiquant que Olivier Mercier, Paul-André Bahuon pour Interfimo sont présents et on va lui faire passer le micro, si vous voulez bien nous faire passer le micro, s'il vous plaît. Oui, Voilà. merci. Je crois que je vais remercier Audrey non, c'est pas pour faire de la pub, mais je vais pas en faire. Je vais pas en faire, même si je suis le président du conseil de surveillance d'Interfimo. Je ne vais pas faire de pub pour Interfimo ni pour le prêteur de deniers qui est LCL. C'est pas le sujet. Je pense que tu poses la vraie question. C'est-à-dire qu'en définitive, malheureusement, mon cher vice-président d'Interfimo, on voit dans l'observation qu'on peut avoir quand même des dégâts de la financiarisation et de la perte d'indépendance des professionnels. J'en veux pour preuve un de tes camarades médecins qui me racontait que dans de sa clinique financée par des fonds canadiens, il n'avait plus la liberté de son planning
il n'avait plus la liberté de ses actes opératoires et que, par conséquent, il ne savait plus s'il était professionnel libéral ou s'il était sous contrainte d'exercer une compétence mais plus un art. Et c'est quand même un petit problème. Deuxième élément, le financement par des fonds étrangers pose une question que vous n'avez pas abordée, qui est celle de la souveraineté nationale. Comment peut-on accepter qu'à un moment ou un autre, et je ne vais pas épingler qui que ce soit, des fonds canadiens, des fonds australiens investissent dans la santé française, que chacun d'entre nous, qui sommes des cotisants à la sécurité sociale, abondons sans difficulté, et que par conséquent, plutôt que de se poser des problèmes sur le déficit de la retraite en France, on assure la retraite de nos camarades canadiens, australiens, sans difficulté. Donc ça pose quand même un problème de souveraineté. Et encore, je ne parle pas du problème de souveraineté que pourraient avoir des grandes épidémies sur lesquelles, évidemment, des fonds qui détiendraient des éléments en matière de médecine ou vétérinaire ou autres monnaieraient au gouvernement français leur capacité et leur savoir. Donc, pour revenir sur ce que tu disais et pour revenir sur la réalité, en effet, l'un des points de liberté du professionnel libéral, c'est de savoir constituer son capital, de pouvoir épargner au cours de son activité, c'est-à-dire de ne pas avoir une phobie totale sur le fructus immédiat, mais de savoir épargner, donc de constituer quelque part une manne qui lui permet de s'endetter. Et comme tu le dis, l'endettement bancaire est non dilutif. C'est-à-dire que quelque part, il n'oblige qu'évidemment au remboursement, mais il ne rompt pas l'indépendance que l'on peut avoir en termes de professionnel libéral. Le modèle de la banque, pour le développement des professionnels libéraux, est un modèle moderne. Ce n'est pas un modèle désuet. Il ne faut pas croire que rembourser un taux d'emprunt à 3 ou 4% aujourd'hui, c'est quelque chose de passéiste, alors que lorsque vous faites rentrer un fonds dans le capital de n'importe quelle structure, on est entre 12, pour les plus petits, jusqu'à 18, 20%. Il y a aujourd'hui des fonds qui demandent que les rapports sur les lignes d'investissement soient de 33 à 40%. Donc, excusez-moi, mais je veux dire, on voit les éléments qui peuvent se mettre en place. Donc oui, tu as raison. La gestion d'un professionnel libéral, c'est son indépendance d'exercice, mais c'est son indépendance financière. Et il l'a construit lui-même, éventuellement à plusieurs, mais il l'a construit lui-même. Ça n'empêche pas de constituer des groupes, des rassemblements, des moyens, des synergies. Mais on peut travailler très simplement avec l'emprunt bancaire. Merci beaucoup. Une dernière intervention et puis on referme. Une dernière, puisque en fait, l'exercice libéral est indissociable de la notion d'entreprise libérale. Et très souvent, les professionnels libéraux exercent leur art, souvent avec grande compétence, mais parfois, en termes de gestion de l'entreprise libérale, le gèrent assez mal. Et l'exemple dans ma profession est typique, c'est celui des cliniques. Les chirurgiens qui étaient à la tête des cliniques, qui étaient propriétaires des cliniques, ont progressivement perdu complètement leur outil de travail au profit de groupes financiers divers, et riches et variés. C'est valable aussi pour la biologie. François, tu peux en témoigner. Donc là, on a un vrai sujet. Et je pense qu'on a un journal à l'UNAPEL qui s'appelle l'entreprise libérale. Et c'est une notion qui ne doit surtout pas disparaître. C'est indissociable. C'est ça qu'il faut faire comprendre à nos jeunes. L'exercice libéral supposera évidemment d'exercer avec compétence sa profession, mais aussi de gérer son entreprise. Et pour ça, il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas de gestion de l'entreprise libérale. Merci. Alors, Éric Février, le dernier, puis après on termine, on passe à la synthèse. C'est juste pour abonder dans le sens de ce que alors, vient de très dire court. Michel. La formation initiale, ce qu'on nous apprend, chez nous au moins vétérinaires, dans les écoles, c'est à être d'excellents praticiens. On n'est pas encore à apprendre la gestion d'entreprise.
malheureusement pas assez. Donc c'est aussi ça le rôle des syndicats dans la formation initiale, et de pousser nos formateurs à former des vrais professionnels complets. Et puis ce sera peut-être aussi l'intérêt des maisons des professions libérales. Voilà, alors on termine cet échange et on arrête ici. Merci à vous quatre, on peut vraiment les applaudir.